Bonjour à toutes et à tous. Je vais mettre un chronomètre parce que j'ai que 10 minutes et que évidemment ça va très très vite. Voilà. Donc je suis Alissa Arabar, je suis juriste et responsable plaidoyer du Réseau européen des femmes migrantes. Le Réseau européen des femmes migrantes est une association également parapluie, comme la SIAMS, qui rassemble 50 organisations membres à travers 23 pays d'Union européenne. Notre spécificité, c'est que nos membres sont des associations de femmes migrantes ou qui travaillent avec les femmes migrantes sur le terrain dans différents contextes. Notre travail, nous sommes basés à Bruxelles. Notre travail s'articule en 3 axes. La facilitation du travail de nos membres, qui encore une fois sont des associations de terrain qui travaillent avec les femmes migrantes et qui donc ont peu accès à des financements, des ressources, etc., en particulier en fonction des pays. Le deuxième axe, c'est nos propres projets, donc au niveau de l'Union européenne. Ce sont des projets transfrontaliers qui vont s'intéresser à la lutte contre les violences spécifiques contre les femmes migrantes. Ça inclut toutes les formes de commodification de ces femmes, donc y compris évidemment la GPA, l'exploitation reproductive, mais aussi l'exploitation sexuelle, notamment dans la prostitution et dans la pornographie, puisqu'on sait que toutes ces formes d'exploitation reproductive et sexuelle ciblent en priorité les femmes migrantes. Et enfin, notre dernier axe, c'est le plaidoyer au niveau des institutions européennes. Donc j'en reparlerai, mais nous avons pour but de représenter la voix de toutes ces femmes migrantes qu'évidemment on entend très peu au niveau de décision politique et d'essayer de faire en sorte que leurs intérêts soient pris en compte de manière convenable. Donc du coup, je ne vais pas revenir sur ce qu'est la GPA et l'exploitation reproductive puisque Marie-Joseph a déjà très très bien expliqué ça. Et donc je vais directement arriver à l'idée que le Réseau européen des femmes migrantes condamne l'idée qu'il peut s'agir d'une liberté de choix. De la même manière que dans le système de la prostitution que nous considérons comme de manière inhérente une forme de violence contre les filles et les femmes, nous considérons que dans l'exploitation reproductive, y compris la GPA, les femmes qui sont ciblées, parce qu'elles ne sont pas juste victimes, elles sont ciblées par les personnes qui font du profit de ce système, elles sont ciblées pour leur vulnérabilité et leur précarité. Et donc elles sont ciblées non pas parce qu'elles ont une liberté de choix, mais bien au contraire parce qu'elles n'en ont pas. La maternité de substitution, c'est une violation de la dignité humaine. Ça, Marie-Joseph l'a bien expliqué. Et c'est important de le dire parce qu'il existe un cadre juridique en droit international et en droit européen qui protège la dignité humaine. Dans le champ de la dignité humaine, c'est une notion qui a été définie par la jurisprudence et qui varie en fonction des cultures juridiques. Mais globalement, ce qu'on appelle la non-patrimonialité du corps humain fait partie, y compris comme faisant partie intégrante de la dignité humaine. Ce qui signifie la non-patrimonialité, que l'être humain tout simplement n'est pas un objet et ne peut donc pas devenir un objet commercial comme un autre. Dans le cadre de cet accès aux droits fondamentaux, le Réseau européen des femmes migrantes est en train d'effectuer un travail d'interprétation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc cette charte, vous le savez sans doute, liste l'ensemble des droits fondamentaux qui sont applicables lorsque les États membres de l'Union européenne appliquent le droit de l'Union européenne. Donc c'est une sorte de ligne directrice avec des droits qui, comme le nom l'indique, sont fondamentaux, donc auxquels le droit européen ne peut pas déroger. Donc dans cette charte, il y a un certain nombre de droits qui sont très importants. En revanche, leur interprétation, bien souvent, ignore les réalités spécifiques vécues par les femmes et notamment par les femmes migrantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une culture juridique qu'on appelle en anglais gender blind, donc qui veut dire aveugle au genre, aveugle au sexe, aux spécificités des femmes. Et donc ça, c'est le cas de l'ensemble de notre cadre législatif européen qui traditionnellement prend un point de vue neutre, qui est le point de vue des hommes. Et on le voit beaucoup dans tous les textes qui concernent la migration, où pendant très longtemps, la migration a été considérée uniquement à travers un prisme masculin, et les femmes migrantes étaient complètement ignorées, comme si elles n'existaient pas. Encore aujourd'hui, on vient nous dire qu'il y a moins de femmes migrantes ou qu'elles viennent uniquement dans le cadre du regroupement familial, ce qui est faux.
Les femmes migrantes aujourd'hui en Europe constituent 50% de la population migrante et elles migrent pour une multitude de raisons au même titre que les hommes. Donc bref, cette interprétation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on trouve qu'elle est importante puisque du coup on vient prendre chaque article qu'on a jugé pertinent et avec une analyse à la fois juridique, à la fois sociologique et féministe, on vient expliquer qu'il existe des situations qui ne sont pas comprises dans le champ de l'article mais qui devraient. Donc par exemple, les violences perpétrées dans le cadre de la prostitution, de la traite des êtres humains et de la pornographie et même des violences domestiques pourrait tout à fait tomber dans le champ de l'article 4 qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. Or, la torture est généralement comprise comme une torture perpétrée par l'État dans le cadre souvent des prisons et donc avec des prisonniers qui sont bien souvent des hommes. Donc ça, voilà, c'est un exemple. Pour revenir à la GPA, si on prend cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a un certain nombre d'articles qui viennent s'opposer à la pratique de la GPA. Donc évidemment, l'article 1 sur la dignité humaine, puisque comme Marie-Joseph l'a bien expliqué, la GPA en tant que pratique, puisqu'elle implique la commercialisation non seulement du corps des femmes, mais aussi du nouveau-né, avant même sa naissance, s'oppose à la notion de non-patrimonialité du corps humain. Ensuite, le droit à l'intégrité de la personne. La GPA soulève des préoccupations quant à l'intégrité physique et psychologique des femmes et aussi des enfants conçus par ce moyen. Donc ça, c'est l'article 3, droit à la vie et à l'intégrité de la personne. Article 4, je l'ai dit, c'est la torture et les comportements inhumains et dégradants. Donc ça, c'est évidemment les situations des femmes qui sont précaires, exploitées économiquement et qui vont se retrouver parfois déplacées de pays en pays pour faire des économies. Il va y avoir l'insémination dans un pays, puis la grossesse dans un autre, puis l'accouchement dans un autre pour satisfaire les commanditaires au détriment évidemment de la santé physique et psychologique de la mère. Et puis l'égalité en droit et la non-discrimination, donc les articles 20 et 21. Il y a également évidemment l'article 5 sur la traite des êtres humains et donc ce qui m'amène à ma seconde partie, le cadre juridique existant au niveau européen et international sur la traite des êtres humains. Donc il existe évidemment aujourd'hui un cadre légal avec des définitions claires sur ce qu'est la traite des êtres humains, donc notamment le protocole de Palerme 2000 des Nations Unies définit la traite des êtres humains par l'activité, les moyens et le but. Donc en gros, il s'agit de l'acte de recruter, transporter, héberger ou accueillir des personnes en utilisant les moyens tels que la menace, le recours à la force, la tromperie, la coercition, l'abus de pouvoir, la position de vulnérabilité ou l'octroi et la réception de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement de la victime pour l'exploiter. Donc, clairement, dans le cadre de la GPA, on se trouve dans ce cas de figure. Il y a une étude qui a été menée par la SIAMS et le Réseau européen des femmes migrantes pour mettre en lumière justement comment les femmes migrantes sont déplacées d'un pays à l'autre dans le cadre de la GPA avec évidemment un certain nombre de cliniques et d'agences qui tirent profit de cette situation. Donc, ces critères, ce qui est très important dans le protocole de Palerme, c'est que le protocole dispose expressément que le consentement de la victime n'est pas pertinent. À partir du moment où les moyens que j'ai listés sont caractérisés, que la victime ait consenti ou pas, ça n'a pas d'importance parce qu'il y a une compréhension dans le protocole de Palerme que ce consentement, il est vicié, il est extorqué parce que justement, les femmes sont en situation de vulnérabilité économique ou autre. Cette définition, elle a été reprise par la directive anti-traite humaine de l'Union européenne qui date de 2011 et qui a été révisée cette année. Cette révision, elle a été très importante, elle a donné lieu à de grands débats et donc aujourd'hui, il y a un accord politique. Il a été ajouté dans les causes de la traite humaine listées par la directive, l'adoption illégale, le mariage forcé et l'exploitation de la GPA. Donc ça a été un combat important. Évidemment, on aurait préféré qu'il y ait GPA tout court, mais le terme exploitation, il fait partie aussi du référentiel de la traite des êtres humains. Et donc ce combat-là, il s'est mené vraiment non seulement pour l'inclusion de la GPA, mais aussi les termes autour de cette inclusion, à savoir, il y avait une volonté d'inclure GPA forcée.
Ce qui pour nous, évidemment, était pas du tout une bonne idée puisque ça venait créer une distinction complètement factice entre une GPA qui serait forcée et une GPA qui serait choisie et donc épanouissante, etc. Donc ça, c'est un combat qu'on a quand même gagné, qu'on a obtenu. Je vais finir rapidement puisque mes 10 minutes sont écoulées. Je voulais quand même mentionner qu'il y a une soft law. Donc la soft law, ce sont des instruments qui viennent d'institutions politiques, mais qui ne sont pas contraignants pour les États directement, mais qui participent à une culture juridique qui bien sûr peut être utilisée dans le cadre du plaidoyer, dans le cadre des décisions de justice qui est importante. Et donc il existe une soft law du Parlement européen très claire depuis des années qui vient condamner la GPA. Donc en 2015, le Parlement européen a qualifié la GPA d'atteinte à la dignité humaine. En 2017, de violation des droits humains. En 2021, quelque chose qui perpétue les inégalités femmes-hommes. Et en 2022, cette position a été réaffirmée dans le cadre de l'Ukraine, puisque la guerre a commencé, ce qui évidemment a mis en lumière le fait qu'il y avait énormément de GPA en Ukraine. Et donc pour conclure, je veux quand même insister sur le fait qu'au-delà du cadre de la traite humaine, la GPA, avec le cadre juridique existant, peut être considérée comme illicite parce qu'elle viole le principe de non-patrimonialité du corps humain, parce que le consentement qui est exigé, par exemple, dans un contrat fait défaut, puisque, en fait, la femme qui consent à la GPA, elle ne peut pas savoir comment la grossesse va se dérouler et qu'en plus, l'objet est illicite, l'objet du contrat, puisque ça concerne un enfant qui n'est pas encore né, comme disait Marie-Joseph. Et enfin, évidemment, les risques encourus par les femmes pendant la grossesse, que ce soit des risques de santé, je pense que ce sera abordé par une autre intervenante, des risques psychologiques, des risques d'exploitation, etc., sont évidemment présents. Je vous remercie. Merci.